Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonjour tout le monde, c'est une grande salle et on vous a choisi pour assister à cette présentation. Merci tout le monde d'être présent pour cette première activité du volet professionnel du Salon du livre de Montréal 2025. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Inspirante, 50 ans d'édition féministe et d'émergence des femmes en édition au Québec. Mon nom est Karine Vachon, je suis directrice générale de l'Association nationale des éditeurs de livres. Et on souligne 50 ans parce que c'est en 1975 qu'a été créée la première maison d'édition féministe au Québec, qui est les Éditions de la Pleine Lune. Et c'était l'année internationale de la femme décrétée par l'ONU. Puis dans la foulée des mouvements féministes des années 70, en 1976 a été créée donc la deuxième maison d'édition féministe, qui est les Éditions du Remue-Ménage, qui est encore reconnue aujourd'hui là, pour son édition engagée avec des essais féministes notamment. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru au cours des 50 dernières années dans le cadre du mouvement féministe, comme dans l'histoire de l'édition au Québec. Et c'est dans le cadre de ce projet là, qu'on a voulu mettre de l'avant, finalement, la place que les femmes ont prise au fil des ans dans le milieu de l'édition. De mon point de vue, je travaille à l'Association nationale des éditeurs de livres depuis maintenant 16 ans. J'ai vu les femmes prendre la place dans le milieu de l'édition au Québec, les femmes devenir propriétaires de maisons d'édition, fonder leur propre structure. Quand je suis arrivée à l'ANEL, il y avait très peu de femmes au sein du conseil d'administration. Encore plus longtemps avant moi, Barbara Cluny, qui est là ici, nous racontait là, qu'elle était à une époque la seule femme au conseil d'administration de l'ANEL. Ça a pris du temps quand même avant qu'on atteigne la parité. Puis aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes finalement qui siègent au conseil d'administration. Fait que c'est des exemples comme ça qu'on voit en fait la place que les femmes ont prise au sein de ce milieu-là, qui est le milieu de l'édition littéraire au Québec. Le projet 50 ans d'édition féministe qu'on appelle Inspirante, c'est un projet de l'ANEL. Il présente cette table ronde-là aujourd'hui. On y présente une exposition qui est ici au Salon du livre de Montréal pour la première fois. Je vous invite à aller visiter. J'ai laissé des petits cartons pour vous inviter à aller visiter l'exposition puis à voir où elle se situe. On a aussi lancé 2 nouveaux épisodes du balado Secret d'édition qui permettent de découvrir un peu des coulisses de l'édition au Québec. Le premier épisode va traiter vraiment de l'histoire de l'émergence de l'édition féministe et le deuxième laisse la place finalement à des femmes qui dirigent des maisons d'édition et on découvre un peu leur parcours, on partage leurs secrets. Mais aujourd'hui, soulignons aussi que ce projet est rendu possible avec l'appui du gouvernement du Québec et du Conseil des arts de Montréal, des partenaires essentiels. Et pour l'exposition, on a eu la chance de compter finalement sur le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec pour toute la recherche finalement qui a permis finalement à cette exposition d'être aussi riche et aussi enrichissante. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec 4 femmes inspirantes. Je vais vous les présenter. J'ai une petite biographie ici, là, permettez-moi de les lire. D'abord, ici, on a Marie-Pierre Luneau, qui est professeure titulaire au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke, qui est directrice du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, qu'on appelle le GRELQ. Elle est membre aussi de la Société royale du Canada. Elle a notamment co-dirigé avec José Vincent le Dictionnaire historique des genres du livre au Québec, qui s'est mérité le prix Alphonse Desjardins et le prix de la recherche de l'Université de Sherbrooke. Elle a mené plusieurs travaux sur le roman sentimental, entre autres, et sur l'imprimé populaire au Québec de l'après-guerre. Elle est accompagnée aussi de Léane Laprise, qui est étudiante à la maîtrise en études littéraires et culturelles à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent principalement sur les enjeux de l'écriture inclusive dans le milieu de l'éditorial québécois. Elle est également auxiliaire de recherche au GRELQ. Ici, à côté de moi, j'ai Marie-Madeleine Raoult, qui occupe depuis 1979 la direction des Éditions de la Pleine Lune. Elle a participé à de nombreux colloques et autres activités du monde de l'édition. Et au cours des années de sa carrière, ce qui la passionne d'abord et avant tout, c'est la relation qu'elle a avec les auteurs pour les accompagner dans le processus éditorial. Et ici, on a Catherine-Emmanuelle Brunet, qui cultive 2 passions, la littérature et les documentaires depuis plus de 10 ans. Elle travaille comme recherchiste, scénariste et script-éditrice sur des documentaires, des longs métrages et des séries documentaires. Elle est co-récipiendaire de 3 prix Gémeaux et depuis 2020, elle occupe le poste de vice-présidente de l'Association des recherchistes en audiovisuel au Canada.
Elle anime également une émission de radio de critique littéraire et elle est l'animatrice de Secret d'édition. Donc, bienvenue, mesdames. Je vais commencer la première question, je vais la poser à Marie-Madeleine, en fait, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les éditions de la Pleine Lune, qui existent encore aujourd'hui, qui célèbrent leur 50e anniversaire, ben, ont été fondées finalement en 1975 par Marie Savard, entre autres, qui cherchait à faire publier le Journal d'une folle, qui ne trouvait pas finalement d'éditeur, une situation qu'elle jugeait vraiment frustrante parce qu'elle croyait vraiment beaucoup en son manuscrit et voyait finalement beaucoup de potentiel pour ce livre qu'elle allait devenir finalement le premier livre féministe au Québec. Après avoir regardé finalement les comités de lecture, les directions éditoriales dans les maisons d'édition, elle s'est rendue compte que c'était vraiment beaucoup des hommes qui formaient ces comités ou qui étaient à la direction éditoriale des maisons d'édition. Et elle jugeait que sûrement que cette prédominance masculine, finalement, était un frein à l'accueil de son texte, qui était finalement un texte très intimiste, très féministe. Donc, c'est dans cette optique-là qu'avec 4 autres femmes, elle a décidé de fonder les éditions de la Pleine Lune, qui allaient publier que des femmes à l'origine et qui souhaitaient finalement accompagner les femmes dans leur processus éditorial, dans leur processus de création, en proposant aussi des ateliers de création, des ateliers d'écriture. Donc, les éditions de la Pleine Lune, c'est une maison d'édition très importante dans le paysage éditorial au Québec. Et Marie-Madeleine, elle est arrivée finalement en 1977, 2 ans seulement après la création de la maison d'édition. Elle a pris la direction en 1979, comme je vous disais tout à l'heure. Première question, ce serait, Marie-Madeleine, j'aimerais savoir, est-ce que tu étais consciente à l'origine, dans les années 70, que tu participais quand même à un mouvement important, l'émergence de l'édition féministe au Québec, et que ça allait finalement être un jalon important de l'histoire éditoriale québécoise? Je pense que peut-être on mesurait pas l'effet que ça allait faire, mais on croyait vraiment que c'était quelque chose de nécessaire, qu'on pouvait pas, en fait, qu'on pouvait pas ignorer, ne pas faire. Parce que l'objectif, c'était vraiment la maison d'édition se voyait comme une maison d'édition littéraire et c'était pour promouvoir la parole des femmes. Parce que on croyait vraiment que l'écriture, dans le fond, l'écriture des femmes, l'écriture origine en fait dans le corps, l'expérience de vie que les femmes ont. Nécessairement, ça a un impact sur leur imaginaire et donc, la maison d'édition se voyait comme un outil au service de la parole des femmes. Et je crois que c'était l'audace et le plaisir parce que c'était pas on travaillait dans un climat vraiment, je dirais, on était très ouverte, on était prête à c'était une aventure. Il faut dire qu'on commençait comme à zéro, la maison d'édition. Alors, pas de distributeur, pas de bon, des relations avec les imprimeurs, tout ça, c'était à créer, mais on l'a fait je dirais, c'était audacieux, mais c'était nécessaire. C'était aussi dans un climat d'effervescence de l'époque. Les femmes prenaient la parole. Il y avait aussi du côté social, les congés de maternité, les garderies, le droit à l'avortement. Tout ça faisait que les femmes aussi prenaient une place dans la société et la nommaient. Et donc, la littérature est là pour à la fois mettre de l'avant, peut-être proposer avant que ça se réalise, mais en même temps, c'est tout relié. C'est vraiment pas, on travaille pas dans un monde isolé. Les femmes, c'est quand même la moitié de la population mondiale, comme on dit. Et il y a une phrase de Marie Savard je trouve très marquante. C'est quand, dans son livre, d'ailleurs, Le Journal d'une folle, elle dit quand je regarde les gens marcher dans la rue, je me dis qu'ils ont tous été au moins une fois dans les bras d'une femme. Et ça, je trouve que c'est vraiment une parole d'un humanisme
très profond quand on y pense vraiment. Ouais. Merci, Marie-Madeleine, de nous partager ce moment important de la création de la maison d'édition. Quand on a approché le groupe de recherche, le GREL, pour être partenaire, en fait, de la réalisation de l'exposition, Marie-Pierre Luneau, rapidement, elle était emballée par le projet. Elle a accepté rapidement. Est-ce que c'était un sujet sur lequel vous étiez déjà penché beaucoup à ce moment-là au GREL, que l'émergence des femmes dans le milieu de l'édition au Québec? Ben, faut que d'abord, j'avoue que si on a accepté avec autant d'enthousiasme, c'est qu'on adore travailler avec toi, Karine. Marie-Pierre, c'est ma directrice de métier. Voilà, Je l'avais elle pas le dit dit encore. trop. On avait travaillé, bien sûr, sur le gros projet Dictionnaire des gens du livre au Québec dont tu as parlé. Évidemment, c'était pas seulement un projet sur l'édition, c'est sur tous les gens du livre au Québec, depuis les origines jusqu'aux aux années récentes, dans tous les métiers du livre, donc librairie, illustration du livre, etc., etc. Donc, l'édition en faisait partie. Puis, on avait 2 critères, pour, inclure des gens dans le dictionnaire, c'est-à-dire il fallait qu'ils soient décédés, on voulait avoir un certain recul. Puis, on ciblait seulement les personnes qui avaient occupé des postes de direction dans les entreprises du livre. Pour les femmes, avant les années 70, avant l'arrivée des maisons d'édition comme La Pleine Lune, ça nous forçait à avoir à peu près aucune femme dans le dictionnaire. Donc, on a élargi nos critères, évidemment. Là, on n'est pas complètement obtus par des critères. Puis, mais malgré tout, si je vous donne le chiffre, incluant tous les métiers du livre, ça nous a donné seulement 44 femmes dans le dictionnaire des gens du livre sur 361 individus. Donc là, on n'est pas à la moitié dont parlait Madame Raoult. Donc, évidemment, on s'est dit, ben, il faut faire autre chose, faut voir les choses autrement. Puis, on s'est mis à se pencher sur, mais quelles sont les traces des femmes dans les archives? Hein? Moi, depuis que je suis au groupe de recherche, j'étais étudiante, donc depuis presque 30 ans ou même plus de 30 ans, on se répétait, ben, il n'y a pas de femmes en édition avant les années 70 au Québec. Or, quand on regarde autrement les archives, on se rend compte que les femmes sont présentes, mais qu'on ne les voyait pas parce qu'on regardait mal les archives. Donc, je vous donne un exemple. À Sherbrooke, on a la chance d'avoir le Fonds d'archives des éditions Fidesz, qui est une très importante maison qui existe encore aujourd'hui, mais qui est très certainement très importante pendant la deuxième moitié du 20e siècle au Québec. Donc, au début des années 60, Fidesz a l'idée de faire photographier leurs employés. Donc, ils photographient tous les services et là, quand on regarde les photos, on ne voit que des femmes. Donc, comment on peut continuer de dire qu'il n'y a pas de femmes dans le monde éditorial avant les années 70 si on voit que des femmes sur les photos? Donc, il a fallu changer notre manière de voir, c'est-à-dire que bien sûr, avant les années 70, elles frappaient un plafond de verre et donc étaient un peu confinées à des emplois subalternes, mais il faut même relativiser cette idée-là et donc revoir quel poste elles occupaient parce que c'est pas parce qu'elles sont pas à la direction, bien évidemment, qu'elles n'ont pas d'influence ou qu'elles n'ont pas un rôle important. Donc, d'où l'intérêt de participer à un projet comme ça. Puis, on veut continuer évidemment à creuser ça. Il reste tout à faire si on change notre lorgnette. Merci, Marie-Pierre. Au GREL, vous avez mandaté Léane là, pour faire la recherche comme auxiliaire de recherche pour l'exposition que vous aurez la chance de voir. Léane, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu étais déjà sensible ou sensibilisée, l'édition féministe au Québec? Oui, absolument. Donc, j'étais déjà très sensible à l'édition féministe au Québec lorsque le GREL qui m'a mandaté pour faire la recherche. Donc, d'abord, je connaissais déjà les éditions de La Péline et du Remue-Ménage, qui occupent vraiment une place centrale dans l'histoire et dans la vitalité de l'édition féministe au Québec. J'avais été déjà marquée par l'importance de leur catalogue et aussi par leur rapport dans la mise en avant de voix et de perspectives féminines et féministes. Aussi, je dirais que cette sensibilité découle aussi de mon propre parcours de recherche. Donc, mon projet de mémoire de maîtrise porte sur l'inclusivité dans les pratiques éditoriales. Donc, plus précisément sur l'intégration de l'écriture inclusive en fiction et
sur la réception de cette nouvelle forme langagière-là par le milieu éditorial. Donc, les questions, les enjeux féministes et toutes les questions liées à l'accès aux transformations et aux normes en changement, justement, étaient déjà pleinement dans mes préoccupations intellectuelles. Donc, je dirais que les recherches en vue de l'exposition s'inscrivaient assez naturellement dans mon cheminement intellectuel. Merci. C'est bien d'avoir pu mettre finalement la recherche en pratique aussi pour donner un résultat qui est assez vulgarisé quand même, là, qui permet de faire découvrir là, ce pan historique là, de l'édition au Québec. À l'animation du balado Secret d'édition, c'est Catherine Emmanuel Brunet. Catherine, avec les 6 premiers épisodes qui ont été lancés l'année dernière, on rentrait vraiment dans les coulisses de l'édition, l'accompagnement éditorial, l'innovation, la création et tout. Dans le cadre de ces 2 nouveaux épisodes-là qui sont inédits, qui sortent aujourd'hui, en fait, précisément, là, vous aurez l'occasion de les écouter. Comme je disais tout à l'heure, le premier épisode, c'est vraiment sur l'historique de l'édition féministe et le deuxième épisode permet de donner la parole à des femmes éditrices. On parle beaucoup, là, quand on parle d'édition féministe, là, de cette volonté-là de donner la parole aux femmes par l'écrit. Dans ton cas, avec le balado, tu donnes la parole finalement orale à ces femmes-là et comment tu as souhaité finalement présenter cette parole-là en ayant cette perspective féministe? Ben d'abord, je dois dire que le crédit de toute l'idéation, disons, de ce projet-là vient de l'ANEL, équipe extraordinaire de l'ANEL qui ont eu l'idée de faire 2 nouveaux épisodes. Puis moi, j'ai embarqué en essayant de réfléchir à comment on peut prendre le mot secret d'édition autrement. C'est parce que, comme tu l'as dit, la saison 1, c'était des secrets des coulisses. On voulait avoir un peu des anecdotes que les gens ne savaient pas sur le métier de l'édition. Dans ce cas-ci, on réfléchit le terme secret plus comme c'est quoi le secret? Comment ça se fait que vous avez eu le courage de faire ça? D'où ça venait, cette fougue? Parce que les portes closes, elles étaient closes, les portes, donc il a fallu les ouvrir, donc briser les plafonds de verre. Ça prend du courage. C'est quoi le secret derrière ce courage-là? Et c'est un peu la base des 2 épisodes. Puis l'autre élément qu'on voulait travailler aussi en donnant la parole aux femmes, c'est de créer une conversation. Parce que 50 ans, ça a de l'air long, mais c'est très court. Et quand on recule de 50 ans, les gens sont encore là. Donc, on a encore la parole de Marie-Madeleine, des femmes qui étaient là à l'époque. Donc, en les mettant en conversation avec des femmes d'aujourd'hui, il y avait quelque chose qui se passait parce qu'on pouvait voir les enjeux qui étaient encore importants aujourd'hui, le chemin parcouru sur 50 ans. Donc, à travers les 2 épisodes, vous allez voir cette conversation-là s'opérer. C'est un peu le cœur de cette 2e saison. C'est drôle parce que quand j'étudiais le journalisme jadis, il y avait une de mes enseignantes qui avait une pancarte écrite en haut de la classe qui était marquée « Pour savoir ce qui est important dans l'actualité, il vaut mieux lire les journaux de l'année passée. » Pour savoir ce qui est important aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ça m'est toujours resté en tête. Je pense que le chemin de faire une réflexion sur 50 ans, ça permet de réfléchir à qu'est-ce qui est important aujourd'hui et qu'est-ce qui va l'être demain. Et c'est aussi au cœur du balado de pouvoir avoir les paroles des femmes de l'époque et celles d'aujourd'hui pour réfléchir à ça, pour avoir une conversation concrète sur le présent et le futur, en fait. Merci. Dans un balado, dans des épisodes de balado comme dans l'exposition, évidemment, il faut faire des choix. On présente des jalons historiques, on présente finalement certaines femmes. Marie-Pierre et Léane, j'aurais envie de vous entendre. Est-ce que cette recherche-là a été ardue finalement de faire des choix pour présenter finalement un portrait historique? Et est-ce qu'elle était déjà écrite actuellement, cette histoire de l'édition féministe, où vous avez dû finalement, comme Marie-Pierre disait tout à l'heure, là, changer un peu la lorgnette et trouver d'autres chemins là, pour pouvoir écrire cette histoire? Je dirais que concernant l'histoire de l'édition féministe au Québec, c'était quand même bien écrit, là. Je veux dire, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites et on a pu se baser sur des travaux solides comme le mémoire et la thèse de doctorat de la professeure Isabelle Boisclair, qui traite justement des éditions de la Pleine Lune et du remue-ménage et de leur contexte d'émergence. On a aussi pu se baser sur les travaux de la chercheure Marie-Andrée Bergeron et sur le dictionnaire des gens historiques des gens du livre, là, excuse-moi, que Martha a participé. On a aussi pu se baser sur les 3 volumes de l'histoire de l'édition littéraire au Québec réalisés sous la direction de Jacques Michon. Donc, on avait vraiment... on a pu se baser sur des éléments théoriques très précis. Donc, on avait un socle historique et aussi une chronologie qui était balisée par rapport à ça.
Sinon, concernant l'histoire de la place des femmes dans le milieu littéraire, là, je dirais que tout est encore à faire, comme Marie-Pierre le disait. Là. C'est un terrain de recherche qui est à défricher. Là. Je crois que tu peux poursuivre là-dessus. Oui, parce que je reviens toujours à la question des traces puis des archives. Je viens d'expliquer que, les chercheurs, chercheuses ont la responsabilité de changer leur manière de voir puis chercher autrement. Mais ensuite, l'autre difficulté, c'est vraiment de trouver les traces des femmes en édition. Imaginez-vous les archives éditoriales. Bon, c'est mon dada parce que c'est ce qui nous permet, nous, de faire l'histoire de l'édition. Les archives éditoriales sont déjà difficiles à trouver parce que les éditeurs, en général, les éditeurs, les éditrices, les maisons d'édition trouvent que, au fond, ce qui compte, c'est les auteurs et les autrices, donc n'ont pas tendance à garder tant de traces. Mais si on cherche la place des femmes dans l'édition avant les années 70, les traces, elles sont où? Je vous donne un exemple très précis. Si vous allez voir l'expo, il y a une photo de Raymonde Simard-Martin, qui est une des pionnières dans le monde de l'édition. C'est une des premières femmes à être rémunérée par une maison d'édition. Elle commence dans les années 40, puis elle va être très importante chez Fides dans les années 70. C'est elle qui va vraiment relever la maison financièrement à l'époque grâce aux collections jeunesse qu'elle va développer. Parce qu'avec la décléricalisation de la société, Fides, qui était une maison d'édition religieuse qui vendait des livres pieux et des manuels scolaires, va vraiment péricliter. Donc, elle est très importante. Puis, si on va encore une fois dans les archives de Fides, ce qu'on découvre, c'est qu'elle est congédiée en 1979 pour insubordination. C'est la trace qu'on a dans les archives officielles. Donc, ce qu'on a, c'est le rapport du directeur général, un homme à l'époque, qui dit, au fond, elle n'est pas capable de travailler en équipe, puis ses compétences, elles sont très ordinaires, donc elle peut être remplacée demain matin par n'importe qui va faire mieux ce travail-là de toute façon. Mais en parallèle, il y a un gros dossier de lettres d'autrices avec lesquelles Raymonde Simard-Martin travaillait qui sont courroucées, qui disent pourquoi vous avez fait ça, elle est excellente, elle est très compétente, qui menacent de partir chez d'autres éditeurs. Qu'est-ce que la chercheuse ou le chercheur, mais dans mon cas, c'est chercheuse, peut faire avec ça? On a juste la moitié du récit. Elles sont où les archives de Raymonde Simard-Martin? Alors ça, c'est une belle histoire parce que François Martin travaille dans le milieu d'édition, c'est son fils. Puis, en tout cas, dans la famille, ils ont retrouvé une boîte, là, c'est presque une histoire de roman. Ils ont retrouvé une boîte, ils me l'ont transmis. Puis là, quand on a accès à ces documents-là, c'est une toute autre histoire. On se rend compte de toute la démarche que Raymonde Simard-Martin a faite à l'époque pour se révolter contre cette décision. Puis elle prend même contact avec le Conseil du statut de la femme à l'époque parce qu'elle pense être victime d'un congédiement carrément sexiste. Fait que finalement, là, il y a un tas d'articles à écrire, sont pas faits, là. Suivez, prochain épisode, suivez les travaux. Mais c'est fascinant. Sauf que les traces des femmes, il faut aller les chercher maintenant. Puis c'est d'autant plus difficile qu'avant les années 70, elles sont entrelacées avec une histoire familiale. Donc, quelque part dans les sous-sols, c'est parfois des calendriers, des agendas. C'est là que la source est pour documenter. Donc, c'est d'autres types de sources, puis ils ne sont pas facilement accessibles. Donc, tout ça pour répondre à ta question, excusez-moi, ça me passionne, les archives, mais c'est donc une histoire à écrire, puis j'espère qu'on va le faire collectivement, là. Il y a plein de sujets de mémoire et de thèses à faire là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Puis bon, ça nous amène à revenir peut-être à la pleine lune, justement, qui n'était pas dans cette dynamique-là de subordination à des hommes, hein, parce que c'est vraiment un groupe de femmes qui se sont unies finalement pour faire de l'édition ensemble, donc de l'édition littéraire, mais dans une perspective féministe. Parle-nous un peu de ce que ça représentait pour vous d'être des éditrices qui s'affirmaient féministes. Oui, ça représentait beaucoup, mais en même temps, c'était, je pense, quelque chose de naturel. Les femmes ont
il y avait aussi une forme de jeunesse, je dirais, d'effervescence. Et puis, comme je disais tantôt, d'audace, vraiment. Mais il n'y avait pas de remise en question de dire, voyons, c'est pas notre parole. On était certaines, il fallait absolument inscrire cette parole dans l'histoire. Et le travail avec les autrices aussi, je pense que des autrices comme Nicole Wood ou bien Jeanne Manzelil n'auraient pas pu publier leurs livres ailleurs avec l'accompagnement. C'était différent. Il y avait des complicités entre les autrices puis l'éditrice. Et ça, c'est encore aujourd'hui très présent. Je regarde, par exemple, pour le 50e anniversaire des éditions de La Pleine Lune, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de réaliser toute la solidarité des autrices, ce rapport entre elles on a fait comme un spectacle à Québec, à la Maison de la littérature. Bon, le choix des textes, tout s'est fait dans l'harmonie, généreusement, et c'était vraiment... c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir en fait, d'avoir construit cette solidarité entre les auteurs. Et je les vois aussi encore dans les salons, le plaisir qu'elles auront et qu'on a ensemble d'être là, de présenter les livres. C'est une fête, dans le fond, le salon du livre. On regarde aussi tous les livres qu'on a édités. Enfin, ils ne sont pas tous là, mais c'est prendre la mesure un peu du travail fait qu'on ne voit pas quand on est dans l'action jour après jour. Donc, c'est assez important de voir aussi l'accueil qui est fait par le public. C'est une énorme avancée. Même, je regarde le rayonnement des autrices et des auteurs publiés à La Pleine Lune, le rayonnement international aussi. Ça, c'est quelque chose et de voir qu'il n'y a pas il y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de jeu de pouvoir comme ça. Je dirais ça. C'est quelque chose donc de l'intérieur, si je puis dire, mais qui est important et qui fait vraiment c'est ce qui explique le plaisir toujours et la passion toujours renouvelée avec chaque nouveau livre. Merci. Je voudrais vous présenter un court extrait aussi du balado Secret d'édition pour pouvoir faire le pont finalement entre justement les éditions de La Pleine Lune et les éditions du Remue-Ménage qui sont toutes à l'origine de l'édition féministe. Donc, c'est à peu près 1 minute. Donc, merci les gens de la technique de le partir, s'il vous plaît. Puis c'est intéressant parce que les éditions du Remue-Ménage se positionnent différemment de La Pleine Lune dans le champ éditorial. Évidemment, il n'est pas question de se faire compétition sur le même terrain. Donc, alors que La Pleine Lune s'est située sur le plan esthétique, littéraire, Remue-Ménage, au tout début, va vraiment se situer sur le plan de l'action militante. J'ai commencé à la périphérie du groupe, si on veut, en 79. Donc, quelques années après la fondation qui a eu lieu officiellement en mars 76. Au cœur de cette histoire, on retrouve Rachel Bédard. Arrivée au Remue-Ménage à la fin des années 70, elle fait rapidement partie de celles qui donnent à la maison son souffle et sa rigueur. Éditrice militante et gardienne infatigable des mots, Rachel a accompagné des générations d'autrices. Remue-ménage, le mot plaisait parce que ça évoque la Révolution, ça évoque un gros brassage d'idées et autres. Et puis, ménage, le mot était pas innocent parce que justement, il y a eu même, on a diffusé une affiche qui disait « Les femmes sont d'abord ménagères ».
Donc, vous avez entendu Marie-Pierre, Catherine et Rachel Bédard, là, qui a été éditrice au Remue-Ménage pendant vraiment plusieurs années. Donc, Catherine, tu as vraiment eu accès à une grande diversité de points de vue et de visions de l'édition féminisme ou de l'édition par des femmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette diversité de points de vue d'éditrices que tu as entendues? Mon Dieu, oui, il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient, mais je pense que ce qui ressort de ça, c'est la grande diversité de des voix au niveau de l'édition. On entendait Rachel qui disait qu'il y avait, chez elle un mouvement, au niveau de l'édition qui était peut-être un petit peu plus près des essais, de vouloir faire partager des idées politiques, du côté de la société. Mais à travers le balado, on découvre aussi d'autres formes de l'édition féministe, à travers la poésie, par exemple, à travers de la littérature de fiction. Et je pense que c'est ça qui ressort un petit peu dans 50 ans d'édition féministe, c'est que la voix féministe prend plusieurs formes. Et ça va même au-delà de ça. On comprend qu'à l'époque, tu le dis un petit peu, Marie-Pierre, il y avait des calendriers aussi qui étaient de l'édition féministe. Il y a eu aussi des collectifs qui ont fait du théâtre. Donc, il y a comme cette espèce d'esprit que ça s'immisçait un peu partout. Puis la voix féministe, on pouvait aller la chercher à plein en plein de formes au niveau de l'édition. Puis je me permettrais de rajouter aussi que c'est ça la réflexion de l'édition féministe, c'est de dire ce n'est pas juste de partager des voix, mais c'est de réfléchir à comment on va partager des voix, puis d'offrir d'autres plateformes de pouvoir exposer la voix. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une façon de reformater ou de réfléchir l'édition. Donc, l'édition traditionnelle va aller vers les carcans, les canons, les trucs qui sont déjà établis dans la littérature. La littérature féministe dit, attends une minute, on pourrait réfléchir à faire autre chose avec l'édition. Puis c'est là la force, en fait, de l'édition féministe. Puis quand on parle d'édition féministe, on parle aussi de repenser les structures. On a vu tout à l'heure, que la notion de pouvoir dans une entreprise, qu'elle soit éditoriale ou autre, bon, il y a une direction et souvent il y a une forme de hiérarchie. Souvent, l'édition féministe, dans son histoire, va vraiment avoir repensé cette structure-là décisionnelle en ayant des maisons d'édition comme le Remue-Ménage et la Pleine Lune qui sont formées comme des collectifs où finalement la hiérarchie est vraiment mise de côté pour vraiment un travail de collaboration. Puis ça, c'est un des éléments, là, Marie-Pierre, qui ressort quand même de vos recherches. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce pouvoir-là dans le milieu de l'édition d'un point de vue féministe? Oui, ben je pense que Madame Raoult a offert déjà une bonne partie de la réponse tout à l'heure quand elle dit que ce qui la frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir. Fait que je repartirais de là. Je reviens à mon exemple, évidemment, du congédiement de Raymond de Simard-Martin. Il y a quelques années, on avait organisé un colloque à Sherbrooke, justement, en réalisant qu'il fallait changer notre vision des choses. On avait fait un colloque qui s'intitulait Dans un monde d'hommes. C'était sur la question, justement, des archives et des femmes dans le monde du livre au Québec. Puis, on avait invité Rachel Bédard à faire la conférence d'ouverture de ce colloque-là. Et quand j'avais, moi, simplement introduit le colloque en donnant l'exemple de Raymond Simard-Martin et de son congédiement, Rachel Bédard avait tout de suite dit, c'est exactement pour éviter que des situations comme celle qui est arrivée à Raymond Simard-Martin que nous avons fondé Remue-Ménage. J'avais trouvé cette espèce de passage du flambeau tellement beau qui part d'une femme pionnière dans l'édition qui se disait pas féministe, hein, dont le relais est pris par une maison d'édition féministe qui se dit justement il vous arrivera plus ça. Donc Remue-Ménage comme la Pleine Lune fonctionne au début de manière avec une gouvernance collective. Donc il n'y a pas de patronne. On essaie de diriger avec des consensus qui supposent évidemment, je l'imagine, beaucoup de discussions, mais donc plus ce rapport de pouvoir. Donc, la notion de collectif dont parlait Madame Raoult, moi, elle me semble essentielle. J'étais pas là à cette époque-là. J'ai l'impression que c'est un moment clé dans l'histoire des femmes au Québec, puis dans l'histoire de l'édition où on doit se mettre ensemble, puis que la notion de pouvoir individuel n'existe pas, parce que de toute façon, il faut avoir une portée. On se met en groupe.
Puis les publications de l'époque sont signées collectivement. Te prends-tu pour une folle, Madame Chose? C'est un collectif. Maman travaille pas à trop d'ouvrages, c'est signé le Théâtre des Cuisines. Donc, on va pas aller chercher une espèce de notoriété personnelle. C'est au nom du groupe qu'on parle. Puis ça, c'est drôlement puissant pour défaire les jeux de pouvoir. Marie-Madeleine, donc, vous avez commencé à travailler au sein d'un collectif là, avec le Remue-Ménage. Au fil du temps, vous en êtes devenue la directrice et La Pleine Lune. Les éditions de La Pleine Lune ont quand même évolué grâce à votre gouverne, grâce à votre travail. Au fil du temps, La Pleine Lune a commencé à publier des hommes aussi. Vous avez défini un créneau éditorial aussi. Vous avez vraiment imprégné la maison d'édition de votre vision de directrice littéraire. Comment ça, pour des gens qui s'intéressent au milieu de l'édition ici, là, parlez-nous un peu de comment une maison d'édition évolue au fil des ans, au fur et à mesure finalement de sa direction éditoriale et littéraire. Mais, l'évolution se fait, je dirais, évidemment qu'il y a comme une prise en charge au départ. Je me rappelle qu'en 79, Marie Savard et voyons, j'oublie son nom, là, qui était avec elle, peu importe, Marie Savard, donc, décide de fermer la maison. Elle me dit, on arrête, on n'a pas d'argent, on a des dettes et tout ça. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai dit, bon, ben, je vais reprendre. Je vais reprendre la maison. C'est un outil. On avait à l'époque 3 titres de publiés. J'ai dit, je vais m'organiser avec les autrices. On va poursuivre. Et Marie a continué à publier à la maison pendant plusieurs années après. Et bon, il y a des autrices sont venues. Il y a une équipe avec Rolande Meunier pendant plusieurs années qui a été avec moi au niveau des relations de presse, des relations publiques. Et tranquillement, ben, c'est aussi les autrices qui s'impliquent, qui viennent de prêter main forte. Et finalement, ben, on a un comité de lecture qui s'installe. Il y a aussi tous les rapports avec, je dirais, les graphistes. Tout ça se fait sur un long terme. C'est les graphistes, les correctrices d'épreuves, c'est de 15 ans de travail ensemble. Donc, ils se tissent donc comme ça, de façon informelle, mais ils se tissent comme une direction. Des conseils sont donnés. Je pense qu'il y a aussi comment chacune peut exprimer. Il y a une place pour la parole de chacune. Et ça, je pense que ça contribue à maintenir quoi la passion et la joie aussi d'être ensemble, de voir chacune qui appuie l'autre lors des lancements. Je vois, c'est comme, je dirais, une grande famille. La Pleine Lune, c'est une grande famille. Les autrices sont toutes les membres on sent une famille. Ouais. On retrouve cet esprit de famille-là dans plusieurs autres maisons d'édition pour côtoyer plusieurs éditeurs et éditrices. Catherine, tu as eu la chance de t'entretenir avec Florence Noyer des éditions Idéotrope, Geneviève Thibault du Cheval Doux, avec aussi Mélissa Labonté qui dirige Le Norois et BQ aussi, Nicole Saint-Jean qui dirige Saint-Jean Éditeur. On les entend donc dans le deuxième épisode du balado. Un des éléments qui ressort, c'est beaucoup justement les collaborations, comment certaines éditrices ont eu la chance de compter sur d'autres éditrices qui ont été comme des mentors ou qui se sont finalement associées avec d'autres maisons d'édition où elles se sentaient des affinités. Et donc, il en ressort un esprit un peu de sororité. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais d'emblée mettre de l'avant dans le cadre de cet épisode ou ça s'est présenté là, à ta surprise? C'est drôle parce que c'était un peu
la ligne qu'on avait trouvée dans la première saison. Quand tu écoutes la première saison, tu découvres que derrière un livre, il y a un paquet de monde, puis un paquet de collaborations, puis on avait comme décortiqué un peu l'étape de faire un livre. C'était pour montrer à la population, aux lecteurs, lectrices, que quand tu regardes un livre, tu vois le nom de l'auteur ou de l'autrice, mais derrière, il y a tellement plus que ça. Puis là, dans la saison 2, je me disais, bon, on va pas parler de la collaboration, on va parler des femmes qui sont là, qui se sont tenues, les pionnières. Puis, plus on faisait des discussions, plus on se rendrait compte que, ben non, c'est encore une histoire de groupe, c'est encore une histoire de collectif. Puis, quand je vous disais au début que l'idée, c'était d'essayer de réfléchir à c'est quoi le secret du courage pour faire de l'édition féministe, puis la réponse a été le collectif. Puis à chaque fois, j'avais même pas besoin de poser une question. La deuxième réponse de chaque intervenante, c'était ça. C'était le secret de mon courage, ma fougue, ce qui explique mon travail, ce qui explique la raison pour laquelle on fait ça, c'est vraiment le collectif. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant. Tu sais, on est dans une époque où il y a un peu un backlash du point de vue des réflexions féministes, puis c'est un peu un message de dire, ben, on n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule en tant que lectrice, on n'est pas toute seule en tant qu'éditrice, en tant que militante. Il y a de quoi qui est rassurant, que c'est un combat qu'on fait à plusieurs. Fait que, ouais. Dans cet esprit-là, je vais quand même me corriger, là, parce que Mélissa Labonté, elle co-dirige Jean Lenorroy avec Charlotte Francaire aussi. Là, c'est important de les nommer là, pour le travail qu'elles font en collaboration. Léane, la recherche que tu as faite t'a permis de découvrir plein de femmes d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éditrices particulièrement inspirantes ou une d'entre elles qui s'est démarquée finalement dans tes recherches et qui t'a vraiment inspiré pour peut-être la suite de ta carrière ou dans ta vision finalement de l'édition au Québec? Oui, donc il y a une éditrice qui m'a particulièrement marquée, que je connaissais pas avant, donc c'est Lise Bergevin. Je trouve que c'est vraiment une femme qui est inspirante, que son parcours est aussi vraiment impressionnant. Donc, c'est une femme de lettres qui va vraiment gravir tous les échelons du milieu. Donc, elle va commencer sa carrière en tant qu'adjointe à l'édition, puis elle va terminer sa carrière en étant directrice générale, d'abord aux éditions françaises, puis chez Leméac. C'est d'ailleurs tout son travail dans la relance de cette maison-là qui m'a le plus frappée. Donc, non seulement elle va racheter la maison avec une petite équipe après la faillite de l'entreprise, mais aussi, surtout, elle va en stabiliser les finances, puis elle va rapatrier les auteurs et les autrices qui avaient quitté la maison. Elle défend aussi le milieu des librairies de façon très appuyée, donc notamment en mettant sur pied, des délais de carence, c'est-à-dire que les grandes surfaces vont recevoir les livres de Leméac 3 semaines après les librairies. Elle est aussi impliquée dans différents aspects du milieu éditorial et du milieu du livre. Donc, elle va créer en 1992 le regroupement des éditeurs littéraires, puis elle est aussi membre de différentes associations. Et je crois que ce qui témoigne justement de son apport exceptionnel dans le milieu du livre, c'est le fait qu'elle reçoit en 2010 le prix Fleury-Méplet. Donc, c'est une figure que je ne connaissais pas du tout et que je trouve inspirante. Oui, qui est décédée il y a quelques années, effectivement. Là, je pense qu'elle a marqué beaucoup de générations d'éditrices, Lise Bergevin. J'aurais tendance à vous poser la question aussi à chacune d'entre vous. Marie-Madeleine, tu as rencontré beaucoup d'éditrices dans ta carrière. Est-ce qu'il y a certaines qui ont été inspirantes ou qui t'inspirent aujourd'hui? Bon, il y a eu Marie Savard, certainement. Je regarde aussi autour de moi, je pense, inspirante ou que j'admire en tous les cas. Je pense entre autres à Kim Doré, poète de brousse, au travail qu'elle fait. Je pense aussi à Remue-Ménage, à Anne. Je crois que c'est des éditrices excellentes et puis dynamiques. Et je pense que oui, il y a plein d'éditrices autour de moi que j'admire. Ouais. Intéressant de souligner la nouvelle génération. Là. Anne, c'est Anne Minier-Lorrain là, du Remue-Ménage. Marie-Pierre, dans ton cas, au fil des recherches ou aujourd'hui, des femmes inspirantes en édition?
Ben, dans le cadre de cette recherche-là, des femmes inspirantes, moi, j'en vois partout, j'en vois plein ici, là. Mais dans le cadre de la recherche, j'attire votre attention dans l'expo à la figure de Anne-Marie Alonso, qui est, à mon avis, méconnue, connue peut-être pour son œuvre d'écrivaine. Elle a quand même reçu le prix du gouverneur général pour sa poésie. Mais c'est une éditrice, puis ça, on le connaît très mal. Elle a fondé les éditions 3 en 1985 et 75% de son catalogue, c'était des femmes, des livres signés par des femmes. Donc, c'est une action peut-être un peu plus discrète, mais très tangible sur le champ littéraire. Puis j'étais contente en écoutant l'épisode 2 du balado d'entendre Geneviève Thibault du Cheval Doux dire qu'elle a découvert des textes féministes grâce aux éditions 3, entre autres un des premiers recueils ou le premier recueil de Catherine Mavrikakis qui était publié aux éditions 3, donc une figure à connaître. Il y a effectivement des noms qui reviennent. Hein, Anne-Marie Alonso a publié un livre aux éditions de la Pleine Lune avant d'ouvrir sa maison d'édition. Alors, c'est vrai que Bien dit, bravo, bonne intervention. Catherine Emmanuel, un nom en particulier, une rencontre inspirante pour toi? Ouf, c'est dur. Le balado, c'est tellement vaste. Il y a plein. Les rencontres ont duré entre 1 heure et 1h30. On en a fait 4 par épisode. Et vous entendez de 30 à 40 minutes. Donc, vous pouvez vous imaginer le nombre de contenus passionnants qui a pu se dire qu'on n'a pas pu mettre dans le balado. Fait que c'est difficile de faire des choix, mais je pense que j'ai envie de pointer une chose que j'ai retenue beaucoup des conversations avec les femmes inspirantes. C'est quand on pense au métier d'éditrice, on pense à le geste d'abord de donner accès à la voix. Donc, déjà là, c'est extraordinaire, ça prend beaucoup de courage de dire, OK, ton texte, je vais le rendre disponible. Donc, il y a ce travail-là qui s'opère. Mais le deuxième qui m'a particulièrement marqué puis touchée, c'est celui de défendre. Donc, un coup que c'est publié, il y a un deuxième travail qui est de le défendre. Puis Marie-Madeleine t'en a parlé dans le balado quand tu as présenté les critiques de l'époque, dans Devoir, entre autres, qui critiquaient les autrices qui avaient publié chez vous. Et ça, j'ai trouvé que, ça m'a parlé comme moment dans le balado, de dire il y a 50 ans, il fallait défendre. Donc, c'est pas juste de rendre accessible, c'est de défendre les voix. Puis aujourd'hui, il y a encore ce travail-là très puissant. Florence Noyer, éditrice chez Héliotrope, en parle beaucoup. Elle en parle un peu dans le balado, mais elle en a beaucoup parlé dans notre conversation, puis ça m'a énormément marqué, qui est une éditrice qui doit défendre aujourd'hui Martine Delvaux, Kev Lambert, qui sont attaqués de toutes parts du point de vue des médias et de la population, qui est une tangente plus de droite. Donc, l'éditrice a une position sociale vraiment importante pour s'assurer que oui, il y a une publication, mais qu'après, on puisse les défendre. Et c'est les moments les plus marquants, selon moi, des conversations qu'on a eues, ce qui m'ont le plus inspiré aussi. Longue réponse. J'aime bien que tu amènes cette dimension-là de défense qui est vraiment importante parce que publier un livre, c'est aussi après ça le défendre sur la place publique. Et je me rappelle ce que tu évoquais là, de ce journaliste qui avait fait une critique terrible, dévastatrice et puis scandaleuse de 2 titres publiés à la Pleine Lune et des titres qui n'avaient pas vraiment... C'était très différent. C'était un titre de Geneviève Le Tartre et puis de Nicole Hood. Et vraiment, c'est là aussi que ça se réveille une fibre de défense. Et ça reste toujours là quand il y a des livres qui ne sont pas toujours bien reçus. C'est toujours présent. C'est une dimension comme une forme de responsabilité et d'appui, parce que ça peut être... c'est terrible pour une autrice, des fois, des critiques comme ça qui peuvent carrément, en tous les cas, ruiner quelqu'un. Ben, je pense que la défense et d'être toujours à côté de l'autrice, c'est
C'est un aspect assez fondamental. Très intéressant. J'ai d'autres questions encore, mais je serais curieuse de savoir si dans la salle, il y a des gens qui ont des questions, parce qu'on peut faire circuler un micro. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'une ou l'autre ou l'ensemble de nos intervenantes. Je vais poser une autre question, mais je vais vous relancer après si vous avez d'autres questions. Si on regarde donc au fil du temps, 50 ans d'édition féministe, est-ce que Marie-Pierre, Léane, vous avez remarqué qu'il y a des thèmes qui continuent d'être actuels dans l'édition féministe, qui étaient traités à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui? Cette question-là, je la trouve embêtante parce que je voudrais surtout pas plomber l'ambiance. Mais je pense qu'il y a des acquis, là, c'est sûr, mais les thèmes restent les mêmes. Ils sont reformulés autrement, complexifiés par d'autres enjeux dont on n'avait peut-être pas conscience à l'époque, l'intersectionnalité, tout ça. Mais par exemple, si je prends juste la question qui a beaucoup occupé les féministes des années 70 avec raison, là, la charge domestique, ben, c'est pas un enjeu qui est disparu de l'édition féministe aujourd'hui, quoi qu'on en pense. Les violences à caractère sexuel, c'est pas un sujet qui est dépassé. Bref, c'est ça, je préfère une longue liste d'épiceries. Mais je veux pas, c'est ça, être pessimiste, mais bref, ça prouve que l'édition féministe a pas fini de faire ce qu'elle a à faire, puis a encore tout à fait sa place. Tantôt, Catherine, tu parlais d'un certain backlash, mais ça aussi, il faut le défendre. Tu sais, cette question de défense de la place de l'édition féministe, c'est pas parce que socialement, ça semble... Tu sais, t'as commencé, Karine, en disant qu'il y a plus de femmes en édition. Ça, oui, c'est sûr. C'est ce qui assure, justement, c'est le terreau qui permet peut-être d'un peu moins défendre certaines choses. Statement politique, j'arrête là. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse de Marie-Pierre avec les thèmes? Non? Je vous proposerais peut-être de nous amuser un peu à faire un peu de prospective pour imaginer l'évolution future, peut-être de la société québécoise et dégager des éléments de prévision. Qu'est-ce qu'on racontera, selon vous, dans 50 ans sur la place des femmes en édition au Québec et sur le rôle de l'édition féministe? Donc, dans 50 ans, ça nous place 2075, on va voir qui va être encore là à ce moment-là, mais quelle évolution vous prévoyez ou stagnation, si on est pessimiste, du milieu de l'édition et de l'édition féministe? Ben, moi, je dirais que j'espère qu'il y aura toujours des voix en littérature pour nommer au plus près la réalité, en fait, des femmes, mais aussi la réalité d'être humain. Qu'il y aura toujours une quête une quête d'humanisme et que les femmes, je pense qu'elles ont un rôle important en tant que femmes. Et je pense que c'est ça. Mais c'est l'espoir que j'ai. Merci. Est-ce que d'autres veulent s'avancer sur Catherine? Oui? Ben, tu sais, comme moi, je pense qu'il y a un élément important à rappeler, c'est que l'édition féministe, c'est pas nécessairement des livres édités par des femmes. C'est aussi une réflexion qui va plus loin que ça, c'est de dire comment qu'on peut donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est un travail de rendre accessible la marge et de rendre accessible aussi des nouvelles formes de la littérature. C'est une réflexion plus large que simplement écrite par des femmes. Je pense que ça, on l'a comme acquis. Puis je rajouterais que dans 50 ans, peut-être que le travail qui a commencé à être fait, qui va s'échelonner, c'est plus au niveau de comment on l'écrit et comment on le partage. Il y a une grande réflexion sur la langue à l'heure actuelle, donc de rendre féministe la façon dont on écrit. Et il y a différentes éditions qui ont été faites sur c'est Alex Vien, par exemple, que vous allez peut-être découvrir dans le balado que Geneviève Thibault présente. Mais il y a cette réflexion aussi, ce deuxième niveau de l'édition féministe qui, je pense, va prendre de l'ampleur dans les 50 prochaines années. On va lire autrement. Marie-Pierre? Oui, ben tu fais bien, Catherine, de rappeler l'universalité du féminisme. Mais moi,
je reviens sur la place des femmes en édition. Ce qui m'a frappé en écoutant les 2 épisodes du balado, dans le premier, il faut prendre une place, hein. Le mot place là, revient dans les 2 épisodes. Puis c'est pas innocent dans le vocabulaire des femmes, ça veut dire beaucoup. Donc, dans la première émission, il faut prendre la place. Mais dans la deuxième, avec des éditrices parfois très jeunes, ou en tout cas qui ont fondé des maisons, donc de différents âges, mais encore là, la notion de place, elle est prise, mais on ne sait pas tant que ça si on est à sa place, hein. Il y en a beaucoup qui disent, tu l'as sans doute remarqué, Catherine, il y en a beaucoup qui disent, ben, j'avais un sentiment d'imposture, je ne savais pas si j'étais à ma place. Et ça, c'est un travail à faire. Donc, dans 50 ans, moi, j'espère que les jeunes femmes vont se dire vont même pas penser à ça, cette question de place. On le souhaite à Léane et sa génération, entre autres. Est-ce qu'il y a une question qui vous est venue dans la salle? Dernière question? Non? Ben, cette année, en 2025, c'était vraiment les éditions de la Pleine Lune là, qui fêtaient son 50e anniversaire. Marie-Madeleine a fait plusieurs activités en librairie, un spectacle à la Maison de la littérature. Comment est-ce qu'on peut continuer de fêter ce 50e anniversaire avec la Pleine Lune et continuer de suivre ce que vous faites? Et comme vous êtes ici, ce serait de venir faire un tour au gros kiosque. Comme vous êtes ici, ce serait de venir faire un tour au kiosque 2023 et rencontrer nos auteurs. On serait très, très heureuse de vous recevoir. Et aussi de lire des livres, d'aller en librairie et de continuer de lire. Je pense que vous êtes tous vous semblez tous intéressés à la littérature, alors c'est merveilleux. Bien, merci, chers panélistes. Merci, cher public. Vous avez été très attentifs. Effectivement, je vous ai senti attentif et curieux. Je vous invite à découvrir l'exposition. J'ai laissé des petits cartons. J'en ai donné à certaines d'entre vous. Allez lire cette belle exposition qui a été réalisée avec la collaboration avec le GRELC. Allez écouter aussi le balado, les 8 épisodes, si vous voulez, mais particulièrement les 2 derniers sur 50 ans d'édition féministe et visiter le salon, dont les stands de la Pleine Lune, du Remue-Ménage et plein d'autres maisons d'édition là, qui mettent de l'avant les femmes autrices aussi. Donc, merci à vous, puis je vous souhaite un beau salon du livre.